Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition spéciale Equinoxois, l'occasion faisant le larron. Nous sommes là aujourd'hui pour cette édition qui va voir au niveau à 20h la sortie très attendue du chef de l'État après la sortie du 10 février et avant celle du 31 décembre. Édition spéciale donc qui ira jusqu'à 22h, madame, monsieur, parce que c'est un grand moment, c'est un grand jour que beaucoup de Camerounais attendent. Cela fait donc 11 ans que Paul Biya ne s'était plus adressé à ses concitoyens en dehors des deux dates officielles que sont le 10 février, discours annuel pour célébrer la jeunesse camerounaise et le 31 décembre sur l'état de la nation. Depuis 2014, le Cameroun est en guerre. Boko Haram a choisi l'extrême nord. La Séléka a choisi l'est du Cameroun. Depuis 2017, les armes crépitent dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Plusieurs milliers de morts, parfois dans des conditions effroyables. Des milliers de déplacés internes et de réfugiés. Depuis le 30 novembre 2018, date du retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun par la CAF, les Camerounais sont mal. Depuis le début de la crise post-électorale, accompagnée d'une montée vertigineuse du tribalisme, l'atmosphère est pesante. Bref, le Cameroun va mal. Il a toujours voulu écouter son médecin-chef. Ce sera donc chose faite aujourd'hui à 20h. Equinoxois, Equinoxe spécial, s'attarde pour cette première partie entre 18h30 et 19h30. Cette partie sera intitulée « Discours à la nation, des attentes énormes ». Dans un instant, la suite Equinoxois. Equinoxois spécial, c'est un long programme qui vous attend. Aujourd'hui, madame, monsieur, tout à l'heure à 19h30, ce sera l'édition d'information en français présentée par Cédric Nouffelet. Et à 20h, ce sera donc ce discours tant attendu par les Camerounais. Tout de suite après, ce sera Jonathan Babila et deux des invités qui vont décrypter ce discours en anglais. Quant à moi, je vais vous retrouver à partir de 20h40 pour la suite du décryptage du discours à la nation du chef d'État en cette journée de mardi 10 septembre de l'an de grâce 2019. Pour commencer cette première partie, je suis avec Jean-Robert Wafo. Bonsoir Jean-Robert Wafo. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinoxois. Vous êtes un haut cadre, il faut le dire comme ça, membre du Shadow Cabinet du Social Democratic Front. C'est l'information en charge des médias. C'est bien moi. Voilà. Bienvenue Jean-Robert Wafo. En face de vous, Edmond Kamgia. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Otto. C'est avec plaisir que je retrouve le plateau de Equinoxois. Voilà. Et je suis heureux de retrouver également Jean-Robert Wafo, le ministre du Shadow Cabinet chargé de l'information et de la communication du SDF. Oui. Nous aurons d'autres panélistes ici. Oui. Et je suis heureux que cette séance permette de fixer le cap avant Justement. Le discours du chef de l'État. Voilà, c'est dans quelques minutes, on va le dire. Oui. Et je salue également tous les téléspectateurs de cette émission. Voilà. Edmond Kamguien, journaliste éditorialiste, Nouvelle Expression, consultant Equinoxe, surtout dans l'émission Droit de réponse. Tout à fait. Avec Cédric Nouffelet. Lui également, il nous a rejoint sur ce plateau, Cyril Sambaka. Bonsoir, président. Cyril Sambaka. Bonsoir, toutes mes excuses. J'ai dû faire plusieurs minutes là pour l'embouteillage. Vous savez, en plein aqua, aujourd'hui, c'est pas. J'ai dû monter les escaliers en courant. Oui. Donc, si vous permettez de souffler un peu. Bien sûr. Je commence par vous, Edmond Kamguien. Un discours tant attendu, comme je l'ai dit à l'entame. Ça fait depuis 11 ans que le président ne s'est plus exprimé entre ces deux canaux officiels, c'est-à-dire le 10 février et le 31 décembre. La dernière fois, c'était en février 2008. Et avant ça, on a eu juin 1991. Tout à fait. À tous les points, pour ceux qui maîtrisent l'histoire, disent que les sorties de président, c'était toujours sur un ton martial. Oui. Il faut dire la sortie annoncée du chef de l'État, du président de la République ce soir,
est très attendue par tous les médias. Elle est très attendue par tous les compatriotes, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Parce qu'il ne s'est pas prononcé depuis très longtemps. Et particulièrement depuis le déclenchement de la crise anglophone. On ne l'a pas senti. Et sur la plupart des débats télévisés, dans la plupart des différentes émissions, tout le temps, les panélistes ont souhaité que le chef de l'État s'adresse à la nation, notamment sur la crise anglophone. C'est pour cela que nous pensons peut-être que l'un des points majeurs de sa sortie pourrait être la crise anglophone, parce que n'oublions pas une chose, la communauté nationale, comme la communauté internationale, ont largement débattu de la question de la crise anglophone qui dure depuis 3 ans. Une crise qui s'est transformée en guerre depuis fin 2017. Et on n'a pas entendu la voix du chef de l'État. C'est vrai, des ministres, des émissaires étaient sur le terrain pour faire passer le message du chef de l'État. Mais toujours, une des choses à laquelle on se serait attendu, c'est qu'il y ait eu au moins un dialogue ouvert au Parlement. Malheureusement, il n'y a jamais eu de débat officiel sur la crise anglophone, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et on se disait, et je fais partie de ceux qui le pensaient, que peut-être quand le chef de l'État ferait une sortie, ce serait peut-être dans le cadre de l'ouverture en congrès du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre et l'Assemblée nationale, pour s'adresser à la nation. Cette fois-ci, il a choisi un format qui lui sied, celui de s'adresser directement, sans passer par le Parlement. Et c'est une occasion rare, parce que chaque fois que le chef de l'État s'est adressé à la nation, à des périodes qui ne sont pas celles dites routinières ou conventionnelles, c'est-à-dire le 10 février ou le 31 décembre, c'était sur des faits majeurs, sur des points intéressants, l'évolution de la vie politique du Cameroun, des faits marquants. Et tout à l'heure, M. Serge Tour, vous le disiez, il y a eu des moments où le chef de l'État était intervenu, comme en février 2008, après les événements que d'aucuns ont appelé les émeutes de la faim, d'autres ont dit c'était des événements en réalité pour dire non à la modification de la Constitution. Mais il y a eu un point majeur en 91, en juin 1991, fin juin, je m'en souviens, c'était un jeudi, le chef de l'État était intervenu dans la fièvre des conférences nationales souveraines qu'on a connues autour de nous. Qui était un peu à la mode en Afrique. Et le président, qu'est-ce qu'il a dit pendant que l'opposition réclamait une conférence nationale souveraine, l'opposition a dit, le chef de l'État a dit, la conférence nationale est sans objet et sans fondement pour le Cameroun. Ça, c'était en juin 1991. En février 2008, avec tout ce qui s'est passé à travers le pays, des mouvements de manifestation auxquels beaucoup ne s'attendaient pas, le chef de l'État était sorti en dénonçant les apprentis sorciers. Aujourd'hui, que va-t-il nous dire? On s'imagine, il y aura un lien fort avec l'actualité. Voilà. Jean-Robert Wafo, restons sur ces deux exemples, hein, c'est-à-dire juin 91, où le président dit, le discours attendu, le président dit, la conférence nationale est sans objet et sans fondement. Il y a février 2008, il taxe ceux-là qui auraient, les manipulateurs, dit qu'ils sont des apprentis sorciers. Est-ce que c'est à ce type de discours qu'on devrait s'attendre aujourd'hui? Écoutez, je n'ai pas vocation à lire dans les oracles. Je ne suis pas dans le secret de ceux qui ont rédigé ce discours. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que l'exercice, n'est-ce pas, auquel nous allons participer tout à l'heure, dans un pays qui se respecte, participe d'un rituel républicain en pareille circonstance. C'est-à-dire en période de crise, je l'ai toujours dit, le président doit s'adresser à la nation. On ne délègue pas la fonction présidentielle, je l'ai toujours dit. En situation de crise, on ne le fait pas. Mais il se trouve que pendant que je le disais, il y a certains agents ambianceurs des médias, n'est-ce pas, du parti État, ou alors certains vuvuzelateurs, je peux même les appeler des parano-suivistes, n'est-ce pas, des faucons du régime, qui faisaient croire aux gens que, à partir du moment où il y a des commissions qui descendent sur pied, DDR, Commission nationale pour le bien et le multiculturalisme, que c'était, n'est-ce pas, une autre forme de débat, une autre forme d'adresse à la nation du chef de l'État. Moi, j'ai passé le temps à dire, depuis le déclenchement de la crise, que on ne délègue pas la fonction présidentielle en situation de crise.
Fort heureusement, bon, malheureusement, ça vient un peu tard. Mais comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Quand je dis ça vient tard, je le dis pourquoi. C'est compte tenu du bilan qu'on enregistre jusqu'ici relativement à cette crise anglophone. Voyez-vous, c'est plus de 2000 morts. C'est plus de 60 000 compatriotes, n'est-ce pas, qui sont réfugiés du côté du Nigeria. C'est des déplacés internes, ils sont plus de 600 000 qui sont dessinés à travers le territoire national. C'est des familles qui ne vont plus, donc qui ne vivent plus, qui survivent carrément. C'est des jeunes qui ne vont plus à l'école. C'est des églises qui sont parfois attaquées. C'est des évêques qui sont attaqués. Des autorités morales qui sont attaquées. C'est des kidnappings, n'est-ce pas, individuels et parfois même ciblés. On a encore en mémoire, n'est-ce pas, le kidnapping de l'archevêque de Bamenda, Monseigneur Cornelius Fontaine. On a encore en mémoire le kidnapping à 2 reprises, n'est-ce pas, du chairman John Fondi. Sa maison de Santa qui a été incendiée en partie. Toute sa maison de Baba qui a été brûlée. Donc voilà, c'est des contrôles alternés, n'est-ce pas, le long des différents axes donc, qui sont dans ces 2 régions. Bref, c'est l'économie qui est carrément au sol. Et moi, j'ai bien envie de me demander, de me poser une question simple. Tout ça, pourquoi fallait-il attendre qu'il y ait autant de dégâts, autant de morts, pour que le président de la République enfin satisfasse ne serait-ce qu'à un rituel républicain exigible en pareille circonstance, à savoir parler à la nation, communiquer au peuple. Parce que quand on est investi d'un pouvoir, la Constitution est claire là-dessus. Le président de la République est garant de la Constitution qui indique clairement que l'une de ses missions régaliennes, c'est de protéger non seulement l'intégrité du territoire, mais également les personnes et les biens. Bon voilà, on en est arrivé là. Bon, comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais, mais j'espère tout simplement que le discours qui est tant attendu, parce qu'il faut être de mauvaise foi manifeste pour prétexter que ce n'est pas un discours qui est attendu. Moi j'ai un attachement viscéral, n'est-ce pas, aux valeurs républicaines. Le président de la République, il est là, c'est lui qui préside la République. Son discours est attendu. Il faut le dire, la preuve c'est quoi? C'est que M. Césarine Autou, vous organisez une émission spéciale, habituellement Equinox soit sa partie de 19h, mais cette fois-ci vous avez commencé à 18h30. C'est pour dire l'importance de ce discours que nous attendons tous. Ok. Sidi Sambaka, pour vous également, ça vient tard, cette adresse à la nation? Ce que je dois dire, c'est que chacun avec son rythme. Oui. Moi, si c'était moi, j'allais plus vite. D'ailleurs, j'anticipais. Oui. Je pense que la politique aussi, c'est cela. Il faut parfois savoir anticiper. Mais il faut faire une remarque. La première remarque que j'ai faite, c'est que le communiqué qui est venu de la présidence, notamment de son cabinet, était quelque chose de sobre. N'est-ce pas? Sobre, c'est-à-dire pas d'expression ronflante et pas de circonvolution, parce qu'on était déjà un peu habitué à cela. Donc pour moi, c'est quelque chose déjà de positif, parce que quand c'est sobre, ça veut dire que c'est humain. Vous voyez? Bon, maintenant, quant aux autres sorties que le président de la République a souvent eues, je pense que la situation actuelle ne peut pas permettre qu'on ait ce type de discours, parce qu'aujourd'hui, l'heure est, n'est-ce pas, à la réconciliation, l'heure est à l'apaisement, l'heure est à ce que tous les Camerounais souhaitent se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter ce qui concerne tout ce qui concerne le Cameroun, parce que la crise est multiforme. La crise, elle est multiforme, elle est dans tous les secteurs, il n'y a pas un secteur qui est épargné. Donc, ce discours qui est attendu, pas seulement par les Camerounais, mais par le monde entier, est quelque chose de fondamental. Est quelque chose de fondamental parce que, entre le parti unique, où on n'a pas souvent besoin de discours, la République aujourd'hui, elle se veut démocratique, ça veut dire que ce sont les idées, n'est-ce pas? C'est les discours. Pour parler, chaque fois qu'il y a un problème, on doit pouvoir parler. Donc je pense que la journée d'aujourd'hui est une journée qui est attendue et j'espère que les Camerounais vont se retrouver dans ce discours pour que cesse cette crise multiforme. C'est un début. Vous savez, moi j'aime toujours revenir
en arrière pour savoir qu'on a déjà eu un dialogue ici. Vous voulez parler de la tripartite. C'était la tripartite. Oui. Et très souvent, on a pensé que les préalables... Est-ce qu'on s'achemine vers ce type-là, Cyril Sambaka? Je pense qu'il y aura une nouvelle dimension, celle de la crise anglophone. Voilà. C'est celle qui s'ajoute, parce que la tripartite, c'était les partis politiques, la société civile, et puis le gouvernement. Aujourd'hui, il y a un cas spécifique qui concerne la zone anglophone, qu'on doit pouvoir introduire, peut-être même en premier lieu. Oui. En premier lieu. Donc, c'est important de savoir que lors de cette tripartite, quand le président Biya a tendu la main, il y avait 2 points à l'ordre du jour. Mais on a réussi à introduire le 3e point à l'ordre du jour à l'intérieur de la tripartite, et c'est le point le plus important, c'est-à-dire la réforme constitutionnelle. Donc, moi, je pense sincèrement que quand on est dans une république et qu'on tend la main, on doit pouvoir saisir cela. Et très souvent, sorti de ces rencontres autour d'une table, il y a beaucoup de choses qui se passent. Lors de la tripartite, on a libéré les prisonniers politiques. Oui. On a fait une amnistie fiscale, ce qui n'est pas rien. Donc, c'était après ce débat. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ce qui est important aujourd'hui, c'est de préparer un dialogue inclusif. Parce que si, tel qu'on connaît le président Biya, il nous surprenait là, et que c'est demain, il faudrait bien avoir des dossiers. Ok. Voilà, le panel, le plateau est désormais plein, complet, madame, monsieur. Il nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est André Luther Meka pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bienvenue, André Luther. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir honorés par votre invitation au RDPC. Je tiens à rappeler que nous sommes très fiers de constater que le président Paul Biya, comme à l'accoutumée, s'adresse aux populations, parce qu'il faut le préciser, c'est un président qui connaît la mesure du temps et la mesure de la parole. Il s'est exprimé en 1990, lorsque le peuple avait demandé la démocratie. Il s'est expliqué en 2008, lorsqu'il y avait les émeutes de la faim. Et je crois qu'aujourd'hui, il va encore parler au peuple camerounais. Cela veut dire que c'est un président qui connaît le baromètre, qui est le thermomètre, n'est-ce pas, de la clameur sociale et qui sait parler à temps. Ok. Voilà, vous dites à temps, mais ça fait quand même 3 ans que ça dure. Hein. Il y a des milliers de morts, André Luther. C'est presque un mandat. Voilà. Voilà. Lui également, il se trouve du côté de l'Hexagone. Wilfried Ekanga. Bonsoir, Wilfried. Bonsoir à toi, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais qui sont devant Equinox TV ce soir. Voilà, Wilfried Ekanga depuis Paris. Le président de la République va s'adresser à la nation dans un instant, on va le dire comme ça. Quelles sont pour vous les attentes? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de ce discours de Paul Biya? Qu'est-ce que vous attendez de ce discours? C'est une très belle question parce que pour une fois, on prend l'angle qui pour moi est l'angle qu'il faut. On a beaucoup rivalisé en prestidigitation et en prophétie depuis 24 heures où chacun essaye de deviner ce que Paul Biya va dire. Je ne considère pas un pays comme ça. Je considère que dans une république, c'est plutôt le président ou le supposé président qui doit se poser la question, est-ce que ce que je vais dire répond aux attentes des citoyens? Le président a besoin du peuple et d'une foule pour être président. La foule ou le peuple n'a pas besoin d'un président pour être foule ou peuple. Non, il y a une interdépendance avec une supériorité du peuple sur le président. Le peuple est le bailleur du président et donc c'est au président de rendre des comptes. Dans un monde rationnel, l'impression sera plutôt chez Paul Biya qui devrait se demander, ça fait 3 ans que mon pays ayant droit à une énorme crise, je n'ai pas réussi à communiquer, je n'ai pas trouvé les bons mots, les bonnes formules et de toute façon la crise perdure et elle s'accentue. Est-ce que la sortie que je vais faire ce soir va calmer les ardeurs? Est-ce qu'elle va améliorer la situation? Est-ce qu'elle va plus ou moins répondre aux attentes de la population? Si à lui de se poser ces questions-là, c'est ça le sens d'un président, c'est ça le sens d'un ministre. On est au service de la nation. Donc, qu'est-ce que j'attends? Les attentes d'abord de manière générale même concernent le discours en lui-même, c'est-à-dire de manière générale, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui amène à cette situation? Et là, on est dans un cas un peu incongru parce que ce n'est pas en fait ce qu'il va dire qui suscite les attentes, c'est ce qui rend l'événement exceptionnel parce que ce n'est pas le premier discours qu'il fait, il en fait en moyenne 2 chaque année justement. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que dans la forêt,
Les buffles vont à un moment donné transformer leurs cornes qui poignardent en moustaches qui caressent. Donc je ne donne aucun pouvoir surnaturel au discours de ce soir. Le caractère particulier vient du fait qu'il est rare. Monsieur Luther Maka a dit tout à l'heure, et ça m'a beaucoup amusé, que comme à l'accoutumée, le président Paul Biya s'adresse à la nation en prenant lui-même un intervalle qui va de 90 à 2008, ça fait 18 ans. Si on s'exprime de manière exceptionnelle tous les 18 ans et qu'on considère qu'on le fait à l'accoutumée et qu'on voit bien que la crise n'est pas en voie de résolution, à un moment donné, il faut faire un minimum de sérieux et d'autocritique. Je crois que c'est l'autocritique là qui, pour une fois, Paul Biya a fait et que malheureusement, ses principaux partisans n'arrivent toujours pas à faire, qui l'a conduit à faire la sortie qu'il fera tout à l'heure, parce que on a beau se dire qu'il est dans le palais, tranquille, à manger les colas, mais non, la pression, elle se veut grandissante. Et on aura beau être le plus grand taciturne, le plus grand lunatique, le plus grand silencieux de tous les temps, à un moment donné, la goutte d'eau déborde le vase et il faut qu'on parle. Parce que peut-être, la raison pour laquelle on ne parlait pas, c'est pas par sagesse, c'est parce que simplement, on n'avait pas des choses à dire qui auraient amélioré la situation. Nous sommes en période, nous voulons l'apaisement. Je souhaite que nous soyons un peu mesurés dans nos propos, Wilfried. Lorsque vous dites le supposé président, ça gênait beaucoup de gens sur ce plateau. Je vous en prie. On ne parle pas, ici en France justement, il y a un écrivain du nom de Franz-Olivier Gisberg qui a écrit un livre intitulé Chirac, une vie. Et à la page 132 de ce livre, il dit « Pour réussir en politique, il faut savoir inquiéter et déplaire. Quand on a une vision du monde, on cherche la vision de la vertu, on ne cherche pas la vision qui plaît au maximum de gens. Peut-être à partir du moment où les institutions, l'administration territoriale nous dira d'où venaient les émissaires de Transparency International, on pourra peut-être commencer à renoncer à la perspective qui a été fixée par Maurice Kamto depuis le départ, où on veut la vérité sur le contentieux électoral. On ne peut pas refuser d'établir la vérité et dans le même temps attendre des autres qu'ils aient un avis autre que celui qu'ils avaient au départ quand ils disaient « rétablissons la vérité ». Donc je ne veux pas refaire le processus électoral ici, mais je dis peut-être que dans l'administration actuelle ce n'est pas le cas, mais moi j'ai posé une logique de politique de droiture où on garde les principes et les idéaux qu'on avait au départ jusqu'à ce que le but atteint et les objectifs atteints les objectifs fixés soient atteints. Luther Maka, je vois, vous voulez répondre à Wilfried? Oui, bon, je comprends très bien qu'il est dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, le domaine de la communication. Il faut dire qu'un chef d'État a des canevas consacrés où il s'exprime, notamment au Cameroun, c'est à la fête de la jeunesse et, n'est-ce pas, à la fin de l'année. Oui. Et je voudrais préciser à tous les téléspectateurs que, au-delà de ce canevas, le président Biya s'est toujours exprimé quand il y a eu une clameur sociale. Et je le répète, il s'est exprimé en 1990 à l'avènement de la démocratie. Il s'est exprimé pendant les émeutes de 2008 et il s'exprime aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, il est le thermomètre, n'est-ce pas, de la clameur sociale. Et j'aimerais dire à son intention, lui qui n'est pas communicateur, qu'il y a ce qu'on appelle en communication la pollution sémantique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'en certains moments, que le chef d'État devienne, n'est-ce pas, quelqu'un qui parle et dont les paroles ne sont pas consacrées et qui ne sont pas sacrées. Donc, le chef de l'État devrait effectivement être dans le canevas de la parole régulée et de la parole qui donne sens. Et non, n'est-ce pas, d'une parole qui est ce qui amène à ce que je peux appeler une logorée. Et vous allez constater que ceux qui se sont déversés dans le débit verbal, dans ce qu'on appelle la diarrhée verbale, n'ont pas toujours été des présidents dont la parole donne sens et dont la parole est respectée. Il y a un président, effectivement, parce que nous, on enseigne cela, et c'est les théories de communication dans les petits TD. Il y a un président, effectivement, qui était extrêmement volubile. On l'appelle M. Sarkozy. Et à chaque fois, vous avez constaté que le peuple français le reprenait parce qu'effectivement, cela faisait une sorte de pollution sémantique qui faisait en sorte que ce qu'il dit n'était plus respecté, n'était plus consacré. Donc, il doit comprendre qu'un président ne s'exprime pas n'importe comment. Un président s'exprime dans un canevas bien précis et dans les moments essentiels où il faudrait une nouvelle impulsion à la République et au pays. André Luther Maka, je vous repose la question. Je l'ai posée à Yaoundé et qu'il en soit à un de vos camarades. Après le rapport de International Crisis Group, pourquoi avoir attendu qu'il y ait autant de monde à ce moment-là pour qu'on commence à parler de dialogue?
C'est après ça qu'on a vu le Premier ministre aller au sud-ouest et au nord-ouest. Vous dites aujourd'hui, le maire Wafo l'a dit, on est, je crois, à plus de 2000 morts. Pourquoi avoir attendu qu'il y ait autant de morts pour faire cette sortie? Wilfried le dit. Il y a quand même 18 ans qui séparent ces deux communications, on va dire spéciales. 90, 91 et 2008. 17 ans. 2019. Et la crise dans nos eaux, c'est depuis, les armes, c'est depuis fin 2017. Bien, pour vous répondre sincèrement, à mon humble avis, je peux vous dire que nous regardons les organisations internationales avec beaucoup de suspicion. Parce qu'effectivement... Donc les chiffres ne sont pas vrais Bien sûr que ce n'est pas vrai. Et c'est le sociologue... Ils ont exagéré ou bien... Oui, il y a... Vous avez d'autres chiffres? Mais on ne peut pas comptabiliser les déplacés. Oui. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas eu un comptage des déplacés. Parce que pour qu'il y ait un chiffre exact des déplacés, il faudrait qu'on sache combien de personnes se sont déplacées et qu'on ait une comptabilité fiable. Ça, c'est d'abord des chiffres erronés. Parce que pour qu'il y ait une comptabilité des déplacés, il faudrait qu'il y ait une enquête là-dessus. Donc, effectivement, cela va sans dire. Ce qu'on peut compter, c'est des réfugiés, parce qu'eux, ils sont repérables, ils peuvent être comptés. Donc, pour moi, ça devient effectivement, j'allais dire, un peu inadéquat de prendre ces chiffres-là. Et puis, je voudrais également ajouter qu'il ne s'agit pas effectivement de parler n'importe comment. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de définir le mot réfléchir. Le mot réfléchir, effectivement, c'est ce qu'on appelle une introspection. On pèse et on sous-pèse avant d'agir. Et le président fait partie de ceux-là qui ont la dimension de la réflexion. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'il a déjà toutes les tendances, il a déjà toute la mesure de la situation, il a déjà toutes les informations nécessaires et tous les moyens nécessaires. Parce que, comme vous le savez, nous avons été effectivement inclus dans le programme humanitaire des Nations Unies. Et je pense qu'il a déjà la capacité, il a déjà les moyens aujourd'hui d'agir et de pouvoir, n'est-ce pas, faire une synthèse de toutes les informations qui lui ont été données et de donner une orientation à la nation. Jean-Robert Wafo. Non, moi, ce que je vais dire, c'est que il faut cesser de déifier le président de la République. Il est le président de la République, mais il faut cesser de le déifier, il n'est pas Dieu. Et le Cameroun ne vit pas dans un monde complètement à part. Dans d'autres pays, plus grands que le nôtre, plus peuplés que le nôtre, et même parfois moins peuplés que le nôtre, moins grands que le nôtre, on a vu des présidents de la République réagir, par exemple, à la suite d'un attentat, aller sur le terrain, rassurer les populations. Donc dire le temps du président, mais à un moment donné, mais on en a marre, M. Meka. Parce que si chez vous... Ce que j'ai dit. Écoutez, je dis qu'il a déjà toute la dimension, toutes les informations nécessaires pour réagir. M. Meka, vous avez parlé, on ne vous a pas coupé. Mais d'ici dans votre famille, ça boue. Et que vous laissez ça traîner durant 2 ans, 3 ans, alors là, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon père de famille. Il faut qu'on le dise ici, clairement. Je n'ai pas dit que le président de la République soit un mauvais président de la République. Mais je dis tout simplement ceci. À force de retarder les choses, on risque de ne pas les rattraper. Et il faut faire trop attention. Quand on parle de la crise anglophone, j'ai entendu le président Sambaka dire, bon, la crise est multiforme. Oui, elle est multiforme. Tout le monde le sait, on ne découvre pas le Cameroun aujourd'hui. Mais il y a une crise spécifique majeure. C'est plus de 2000 morts, M. Meka. Moi, à mon bureau, chaque jour, je reçois des gens qui viennent de ces 2 régions, qui me disent, mais monsieur le maire, on t'écoute parler, on t'écoute, c'est-à-dire que te soucier de nous. Oui. Mais si tu pouvais imaginer que ce que tu dis n'est même pas le centième de ce que nous vivons. Alors, mais j'ai froid au dos. J'ai froid au dos. Est-ce que vous savez qu'à l'heure où on parle là, il y a des compatriotes qui sont en pleine brousse, en pleine forêt, il pleut sur eux. Est-ce que vous le savez, monsieur Meka? Donc, il faut faire attention. La crise est multiforme, on le sait bien. Mais ce qui devrait dicter, je ne sais pas, c'est après, n'est-ce pas, ce discours présidentiel qu'on aura les idées fixes. Mais ce qui de mon humble point de vue, a dicté certainement, n'est-ce pas, la sortie du président de la République, c'est la crise spécifique anglophone. Nos compatriotes meurent.
Parce que dans toutes les autres crises, il n'y a pas de mort. Qu'on le dise aux Camerounais. Et je suis de ceux qui pensent qu'un mort de plus, c'est un mort de trop. Voyez-vous, tout ce que vous faites là, tout ce qu'on discute là, mais ça ne vaudra pas un seul mort de ce côté. Je dis bien un seul mort. Donc faisons très attention. Quand vous parlez du nombre de déplacés, je suis d'accord qu'on ne peut pas les comptabiliser à la personne près. Tout comme... Merci de le reconnaître. Je dis tout je n'ai pas fini ma phrase. Et de dire que ces chiffres sont tout à fait faux. Je n'ai pas fini ma phrase, comme je suis à même, et je suis en droit même de dire que ce chiffre a peut-être été minoré. Il vous appartient à vous, il appartient, n'est-ce pas, à l'État de donner le nombre exact. Ce n'est pas les organisations internationales qui devraient le faire à notre place. Mais je comprends bien, parce que l'État lui-même, quand même on est en situation de paix, quand on est en période de paix, l'État lui-même n'arrive pas, n'est-ce pas, à organiser convenablement le recensement général de la population. Parce que quand on me dit, par exemple, aujourd'hui, M. Serge Alain Autour, qu'à Douala, deuxième, nous ne sommes que 261 407 habitants, et que Douala... Même pas 500 000. Je dis 261 407 habitants. Chiffre officiel, recensement de novembre 2005, publié, et ça c'est une camerounaiserie, en mars 2010. Donc 5 ans après. Quand des gens en situation, n'est-ce pas, de paix, on n'arrive pas à le faire, à qui la faute? C'est l'État. Il y a des registres d'état civil. Si effectivement l'état civil, le bureau national, bon, on a créé ça dernièrement, mieux vaut tard que jamais. Mais si ça avait fonctionné depuis, on aurait pu avoir un chiffre exact. Mais je dis une chose, c'est parce que prenons l'ampleur de cette situation. Et M. Meka, on peut discuter de tout. Chacun peut avoir son point de vue par rapport à l'idéologie qu'il défend. Mais par rapport à un mort, par rapport à quelqu'un qui décède, nous devons taire nos divergences et regarder d'un même côté, à savoir que la paix revienne dans ces deux régions. Parce que moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que par rapport à cette crise, il y a trop d'incompréhension. Il y a des jusqu'au-boutistes. Il y a des faucons. Et il y a également des parano-suivistes des faucons. Ce sont eux qui ont, n'est-ce pas, infesté l'espace public. Ce sont eux qui ont envenimé cette crise. Et malheureusement, l'absence de leadership, durant ce temps, a compliqué davantage les choses. Donc, je pense pour ma part, j'attends beaucoup le Camerounais qui dit, celui qui dit, n'est-ce pas, qui n'attend pas, n'est-ce pas, cette sortie du chef de l'État. Moi, je dis, c'est un malhonnête, c'est un doux rêveur, et en plus, c'est quelqu'un qui, permettez-moi, la phrase qui n'a pas place dans le débat public. Ok. Edmond Kamga, qu'est-ce qui pourrait sortir dans le discours tant attendu, on va le dire comme ça, qui pourrait contribuer à l'apaisement? Puisque nous sommes depuis le début, on sait que le président, on s'est dit, qu'il va parler, il sera question du nord-ouest et sud-ouest. Qu'est-ce qui peut sortir de ce discours pour que demain, les armes se taisent dans le nord-ouest et le sud-ouest? D'abord, il faut situer le contexte dans lequel le chef de l'État décide de prendre la parole pour s'adresser à la nation. Nous sommes dans un contexte où, au plan national comme au plan international, il y a un certain nombre d'événements, un certain nombre de faits qui se sont déroulés. Au niveau des faits nationaux, on sait que le chef de l'État a reçu, ou alors a fait recevoir, des dignitaires, des dignitaires camerounais. Le cardinal Christian Toumi a été reçu par le chef du gouvernement, par le Premier ministre, au sujet de sa fameuse et célèbre General Anglophone Conference. Et le Premier ministre lui a donné l'a rassuré que le chef de l'État est d'accord pour qu'il tienne bientôt sa General Anglophone Conference. Ça, c'est un fait majeur qu'il faut noter, qui est récent par rapport aux engagements que le gouvernement prend pour la crise anglophone. Il faut dire également que le chef de l'État, de manière personnelle, a reçu de hauts dignitaires de la communauté internationale. On s'en souvient, au mois de mai. Il s'est déroulé beaucoup d'événements au mois de mai. Il a reçu Mme Michelle Bachelet, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Ils ont discuté. Il a pris un certain nombre d'engagements au sujet de 2 points majeurs. Le premier point, c'était la crise anglophone, qui préoccupe non seulement la communauté nationale, mais la communauté internationale. L'autre point majeur de la rencontre entre le chef d'État et Michelle Bachelet, c'était la situation sociopolitique qui est très tendue
avec la crise post-électorale. On s'en souvient d'ailleurs, Mme Michelle Bachelet a rencontré également des responsables de partis politiques, du pouvoir comme de l'opposition. S'est entretenu avec eux, y compris la société civile, pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait problème. Et à cette occasion, elle a eu l'occasion de recevoir des mémorandas, n'est-ce pas, des dignités, des responsables des partis politiques, des responsables de la société civile. Elle a essayé d'avoir des informations par rapport à la crise. C'est pourquoi André Meka dit que le président aujourd'hui a tous les éléments, toutes les informations pour justifier sa sortie. Il a toutes les informations nécessaires aujourd'hui. Je n'ai pas encore terminé. Oui. Je disais qu'il y a des événements importants au plan national et international. Sur le plan international, il y a un événement majeur fort qui s'est déroulé à l'ONU. Il y a eu une réunion informelle le 13 mai où le Cameroun a été l'objet d'un débat, une réunion informelle. Il s'agissait de la crise humanitaire au Cameroun. Et dans cette crise humanitaire, il a longuement été dans le débat, la rencontre entre les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et les ONG qui étaient invités. On parlait principalement de la crise anglophone. Et au terme de la rencontre des États membres de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU et des personnalités invitées, des ONG et personnes de ressources, il était entendu que une prochaine rencontre pourrait se tenir sur le cas Cameroun, sur la crise humanitaire, pour évaluer l'évolution de la situation. Entre-temps, rassurez-vous que l'État qui avait pris l'initiative de cette rencontre, c'était les États-Unis, soutenus par l'Allemagne et d'autres pays. Et on s'en souvient également que pendant la même période, il y a le Parlement européen qui a sorti une résolution. Une résolution dans laquelle ressortaient deux faits majeurs. La nécessité d'une concertation, d'un dialogue national inclusif pour trouver des solutions durables à la crise anglophone. Et ensuite, pour détendre le climat politique. Ça, c'est le deuxième aspect. Et il nous semble donc, par rapport à la question que vous avez posée, Serge Otou, qu'en dehors de la crise anglophone, nous espérons peut-être que le chef de l'État dira un mot par rapport au climat sociopolitique qui est tendu, oui, par rapport à la détente politique, par rapport à la décrispation du climat politique, par rapport à l'apaisement. Oui. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Il pourrait y avoir d'autres sujets concernant la situation économique du pays, en relation toujours avec la crise anglophone. Rappelez-vous, le chef de l'État, le Premier ministre a sorti un décret qui déclare 3 régions zones sinistrées économiquement. Ouais. Et parmi ces 3 régions, on retrouve encore le nord-ouest, le sud-ouest, en plus de l'extrême nord, qui est dans une situation difficile à cause de Boko Haram, qui sévit dans la région depuis 2014. Voilà. Wifi Kanga. Voilà, Wifi Kanga. Pour certains panélistes ici, le chef de l'État a tous les éléments aujourd'hui en main pour faire sa sortie, s'adresser aux Camerounais. On voit donc que pour avoir tous les éléments, il faut attendre que les membres du consortium qui, eux, avaient compris à l'origine de la crise que pour éviter l'exacerbation, il faut dialoguer. Ils ont été plus rapides que Paul Biya sur ce coup-là. Il faut donc attendre que des femmes ayant leur bébé sur le dos se fassent charcuter par des militaires pour qu'ils comprennent. Et il faut aussi attendre que la petite Martha, un bébé de 4 mois qui ne représente aucun danger pour personne, se fasse massacrer comme ça, à bout portant. Pour que Paul Biya comprenne, il faut attendre 3 ans d'une crise pour comprendre. C'est-à-dire, Paul Biya dit à la crise, bon, je n'ai pas la capacité d'appréhender la situation à l'instant, je vais me donner 3 fois 12 mois, 3 fois 52 semaines, 3 fois 365 jours pour comprendre de quoi il s'agit et avoir tous les éléments. Entre-temps, on aura donc les milliers de déplacés, les milliers de morts. Oui, monsieur Meka a raison quand il dit qu'on n'a pas tous les chiffres, mais ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que les principales institutions à mesure de promulguer ces chiffres n'en sont pas capables, ce qui signifie donc qu'il y a une crise dans cette zone. Le gros paradoxe vient de la même administration qui disait que non, il n'y a pas de crise là-bas. Comment peut-il ne pas y avoir de crise quelque part et on est incapable, puisque c'est la paix qui y règne, d'établir des chiffres effectifs? D'ailleurs, oui, si les chiffres ne sont pas exacts, il est possible que le nombre de morts et de déplacés
soit supérieure aux estimations que nous avons aujourd'hui. Donc c'est même peut-être un service que vous rendez à l'accusation en disant que non, les chiffres ne sont pas exacts. La capacité communicationnelle du gouvernement, ou plutôt l'incapacité communicationnelle du gouvernement, est la clé de voûte qui a conduit à la situation actuelle. Il y a d'abord eu le refus de communiquer et après il y a eu la mauvaise communication. La mauvaise communication crée des poudrières. Depuis la conférence de Fumban en 61, qui s'était mal réglée, on a vaincu plus qu'on a convaincu, mais les ressentis sont restés. Ils ont explosé dans les années 90, on a fait une sorte de résolution, mais toujours de manière plus ou moins unilatérale. Et en 2008, c'était la même chose. La brillante communication pour les cas exceptionnels de Paul Biya nous a fait retenir en mémoire le terme apprenti sorcier pour ses compatriotes. Et actuellement, le représentant justement du RDPC sur le plateau a parlé de diarrhée verbale. Je suis désolé de vous dire qu'on n'est pas outre mesure impressionné par le talent communicationnel qui est le vôtre. Parce que non seulement il n'est en rien meilleur que celui de l'adversité, mais en plus, il n'a pas contribué à la résolution de la crise actuelle. Or, c'est justement ce qu'on demandait, la communication. La communication et la bonne communication. La qualité d'une communication ne dépend pas de sa fréquence. Il y a beaucoup de chrétiens au Cameroun qui lisaient la Bible et pour eux, Jésus parlait beaucoup. Mais ça n'a pas déteint le caractère saint de Jésus ou que sais-je encore. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup pour cela que forcément ce qu'on dit n'est pas bien. Tout dépend de la façon, des mots qu'on utilise, des objectifs qu'on veut atteindre et des principes qu'on se fixe. Monsieur Nicolas Sarkozy, qui a beaucoup parlé dans le cas de la France, ça n'a pas empêché la France de continuer de piller le Cameroun sur le franc CFA ou de demeurer la 6e puissance économique mondiale. Hier, monsieur Donald Trump, qui est le président de la plus grande puissance, de la plus grande économie de marché au monde, a fait une apparition dans les jardins de la Maison-Blanche pour justement tabler sur le retrait éventuel des 14 000 soldats américains sur le territoire afghan. Et actuellement, ici en France, M. Emmanuel Macron est dans le Val-de-Marne. Il a communiqué parce que c'était important. Il aurait eu l'attitude de Paul Biya sur l'action des Gilets jaunes en disant qu'il lui faut 3 ans pour comprendre les préoccupations des Gilets jaunes. La France serait actuellement en état d'embrasement. Ce n'est donc pas parce qu'on a c'est pas parce qu'on a, permettez-moi le terme, puisqu'on est dans la communication plus ou moins ouverte, parce qu'on a justement paralysé, tétanisé, voire zombifié un peuple à coup d'intimidation et de déification d'un individu politique qui n'a pas plus ou moins de qualité qu'un autre être humain, qu'on va se dire que la léthargie du peuple camerounais est le gage que Paul Biya agit bien. Il y a des femmes qui se font violer et qui n'accusent pas leur violeur. Ça ne légitime pas le vol. On doit plutôt remettre en question l'état d'esprit d'un pays qui accepte justement se faire marcher dessus de la sorte. Alors oui, je suis content du mea culpa de Paul Biya parce que c'est une sorte de mea culpa de se dire, pendant que mes partisans qui pensent que je suis un dieu se disent que je me pavane dans le palais à ne rien faire, la pression, elle est en train de monter. Et donc, comme Gaël a dit, la 74e Assemblée Générale de l'ONU va se tenir dans les jours qui viennent à New York. Le Cameroun est justement dans la liste des 193 pays qui ont vocation à y être présents. Peut-être Paul Biya s'y rendra. Il faudrait qu'il ait quelque chose à présenter. La communauté, la fameuse communauté internationale, ne va pas facilement boire ce discours en disant « Ah, monsieur Biya, il vous faut encore du temps pour comprendre ce qui arrive aux 5000 morts, aux nombreux déplacés qu'il y a dans la zone. » Des propositions ont été faites dans le camp de l'opposition, des propositions ont été faites dans le camp de la société civile, mais on est dans la logique du dialogue sous la forme, le dialogue organisé par le gouvernement, par l'administration. C'est une forme d'unilatéralisme qui devient à la fin un monologue, parce que si Paul Biya doit rencontrer Christian Taumi, avant que Christian Taumi n'organise sa conférence, parce qu'elle a d'abord été interdite, on a créé une parodie d'interdiction en disant que voilà, la salle n'avait pas assez de place. Si ce sont les institutions qui doivent légitimer quand, comment et où et pourquoi, ceux qui revendiquent quelque chose, ceux qui ont une préoccupation, doivent pleurer leur mort ou faire leurs revendications, c'est qu'on est encore dans l'unilatéralisme. Et je le répète, le discours de Paul Biya ce soir n'aura rien d'exceptionnel par rapport au précédent. Il est simplement exceptionnel parce que Monsieur le Président Paul Biya communique justement en moyenne tous les 18 ans, cas exceptionnel parce que, bon, pour ses partisans, ça va, c'est assez régulier. Il a son temps, c'est le dieu du Cameroun. Il a son temps, en quelque sorte, il est hors du quotidien et hors de la conjoncture politique camerounaise. C'est ça qui rend l'événement exceptionnel. Et ce n'est pas parce que, voilà, il aurait sorti de son chapeau quelque chose de mystérieux qui permettrait de résoudre la crise. Évidemment, je serais, pour terminer par là,
favorablement surpris s'il nous sortait justement des formules jamais vues, parce qu'il a tous les éléments maintenant qui lui permettent d'appréhender la situation. Mais je persiste à dire que les cornes des buffles ne se sont jamais transformées en moustaches qui caressent. Et comme les partisans du RDPC ne font pas de mea culpa et estiment que jusqu'à ce jour, tout ce qui s'est passé dans les règles de l'art, Monsieur Paul Biya aussi, à coup sûr, nous montrera que jusqu'ici, il a eu raison et que comme son temps est venu, il va nous donner ses solutions à lui pour la crise. Merci. Cyril Sambaka, vous êtes aussi pessimiste que Wilfried Ekanga. Vous ne pensez pas que la période, c'est l'apaisement? J'ai beaucoup plus écouté. Oui. J'ai pris quelques notes. Oui. Et je dois donner mon point de vue parce que le discours qui est attendu aujourd'hui, il y a des questions fondamentales. Oui. Donc je me dis, est-ce que ce discours, n'est-ce pas, va rompre avec les interventions du passé? C'est la première question qui me vient à l'esprit. Deuxièmement, est-ce que les annonces présidentielles respectent les urgences? Je vous ai dit que le Cameroun n'est que urgence. Et voilà, est-ce que les réponses seront immédiates, permettant de soulager, n'est-ce pas, les plus faibles? Parce que la crise anglophone dont on parle, c'est tout un côté du pays qui est affaibli. Bon, cela m'amène à penser que ce que nous attendons aujourd'hui, ce sont, n'est-ce pas, des annonces fortes, originales et même inattendues. Parce que moi, je veux être optimiste. Le discours n'a pas encore eu lieu. Je voudrais être optimiste parce que je pense que si on a attendu tout ce temps, ce n'est pas pour faire du bis repetita. Oui. Parce que le bis repetita n'a pas fonctionné. Donc je pense qu'aujourd'hui, face aux difficultés des Camerounais, les réformes fortes, audacieuses, à la hauteur des difficultés que vivent les Camerounais, doivent être dites. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes socio-économiques. Nous avons des problèmes politiques. Nous avons des problèmes institutionnels. Nous avons les problèmes de vivre ensemble. Nous avons les problèmes de partage de la richesse nationale. Nous avons les problèmes de justice sociale. Nous avons des problèmes même de l'environnement juridique. Alors, tout cela, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture dans le discours que nous attendons. Vous parlez d'annonces fortes. Un exemple. Qu'est-ce que vous attendez comme annonce forte? Les annonces fortes, c'est que la première chose, nous allons avoir un dialogue inclusif qui puisse permettre de dégager un minimum consensuel parce que l'objectif, c'est de bâtir un nouveau Cameroun. Nous avons le bilan de 60 ans de Cameroun et nous voyons que tout est parti en lambeaux. Alors si tout est parti en lambeaux, et en même temps, nous avons des savants chaque jour davantage. Nous avons des richesses incommensurables. Qu'est-ce que nous faisons si nous ne nous mettons pas autour d'une table pour que nous puissions dégager un minimum consensuel qui puisse permettre que demain, au vu de la démocratie, qu'on soit arrivé, n'est-ce pas, à la situation où les partis politiques concourent pour présenter leur capacité à atteindre les objectifs que les Camerounais se sont fixés lors d'un dialogue inclusif et républicain. Là, ça a du sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce que je vous ai cité. Vous avez vu les avocats sortir dernièrement et discuter avec le gouvernement. Cela doit se faire partout. C'est-à-dire que nous avons des intelligences à tous les niveaux. Il faut les mettre ensemble. Il a été déjà dit que si nous avons des difficultés, c'est parce que nous ne savons pas mettre les intelligences ensemble. Pris individuellement, les Camerounais sont très forts. Mais dès qu'on les met ensemble pour travailler, ça ne fonctionne pas. Il faut transcender cet handicap. Il faut arriver à un vivre ensemble. Il faut arriver à une situation où nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et je pense que si le président de la République va tendre la main, l'essentiel c'est de prendre la main tendue parce que nous avons l'expérience du passé. Et je ne cesse de le dire. La réunion tripartite pour nous est une référence. On peut tendre la main et vous dire, je discute sur 2 points. Et parce que vous êtes venu avec des dossiers, vous passez à 3 points, à 4 points. Il ne faut pas que, dans la main tendue, qu'on s'amuse à dire, non, voici ceci, voici cela, non. Je pense qu'un dialogue inclusif
C'est d'un dialogue inclusif que peuvent sortir de bonnes idées pour le Cameroun de demain. Ok. Monsieur Sédine Moufélé. Non, c'est aujourd'hui. Non, pardon. Monsieur Serge Alain, oui. Parlant des attentes extrêmement. Oui. J'attends du président de la République d'abord qu'il annonce la tenue d'un dialogue politique national inclusif. Voilà. Oui. Qui va porter surtout, sauf sur la sécession, qui est paru à proscrire. Le SDF a été clair dessus. Vous êtes pour le fédéralisme? Nous sommes pour le fédéralisme. Peut-être qu'au cours de ce dialogue, les centralistes, les ultra-centralistes, les décentralistes, les fédéralistes pourront s'exprimer. Mais il est question qu'on rapproche, n'est-ce pas, l'administration des administrés et qu'il y ait un mécanisme clair, n'est-ce pas, de dévolution du pouvoir économique. Autre attente. Autre attente. L'attente du président de la République, qu'il annonce un cessez-le-feu. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, ailleurs, il y a eu cela. C'est les gouvernements en place qui ont proclamé donc le cessez-le-feu pour mettre les rebelles face à leurs responsabilités. Ça, c'est très important. On l'a vu au Sénégal, dans la crise de la Casamance. Ouais. Il y a eu même des accords. Il y a d'abord eu un cessez-le-feu. Le gouvernement sénégalais, que ce soit sous Diouf, sous Senghor, ou bien sous Macky Sall, là, dernièrement, on a dit, ok, j'engage le cessez-le-feu. Parce que le président de la République est le commandant en chef des armées. Il peut dire, j'ordonne un cessez-le-feu. Maintenant, si de l'autre côté, eux, ils n'observent pas ce cessez-le-feu, le peuple tirera les conséquences. Et de trois, j'attends aussi du président de la République qu'il annonce, ça nous continue, solennellement que dans les tout prochains jours, qui va recevoir, n'est-ce pas, les leaders de partis politiques, d'opposition, les leaders de la société civile, ainsi que le clergé, pour qu'ensemble, ils puissent écouter leur point de vue relativement à ce qui se passe au Cameroun, et spécifiquement par rapport à la crise anglophone. Et au cours de ce dialogue, ils peuvent s'entendre, au cours de cette rencontre, ils peuvent s'entendre sur la nomination, par exemple, d'un médiateur, qui aura en charge, n'est-ce pas, de contacter les différents compatriotes qui se retrouvent soit au Nigeria, soit en Amérique du Nord, soit en Europe du Nord, et même au Cameroun, puisque j'ai déjà parlé aussi du Cameroun, qui est également des facilitateurs qui soient trouvés de commun accord. On ne viendra pas en plein dialogue dire qui sont les facilitateurs. Ce sera très compliqué. Merci, mais si les gens s'asseyent dans une invite républicaine au palais d'Etoudi, on dit ok, accordons-nous sur qui peut être facilitateur, accordons-nous sur qui peut être médiateur. Je crois que les choses iront très vite. Parce que je suis convaincu, une fois de plus, que malgré tout ce qu'il y a là, j'ai encore une lueur d'espoir. Parce que ce qui nous unit est plus fort et plus important que ce qui nous divise. Ok. Rapidement, des annonces fortes pour vous, André Luther-Meka. Ben écoutez, moi je n'ai pas fait... apaiser. Non, je n'ai pas à faire des annonces. Les annonces appartiennent au président. Oui, vous n'avez pas d'annonce. Je n'ai pas fini. C'est ça ma question. Quelles sont vos attentes? Je n'ai pas fini. Ce que je sais, c'est que la crise anglophone a enrhumé le pays et que le président Paul Biya va certainement s'appesantir sur cette crise-là. Et en tant que militant convaincu et convaincant du RDPC, je peux vous dire que nous avons gagné la présidentielle haut la main. Et pour moi, il me semble un peu, j'allais dire désuet, qu'on revienne, n'est-ce pas, sur un dialogue inclusif avec les partis politiques sur la présidentielle. Parce que il me semble que... C'est ce qu'il a dit, le maire Wafo? J'ai l'impression que c'est là où... Non, vous n'avez pas l'impression. Il n'a pas dit. Je n'ai pas fini. Vous allez reprendre la parole. Juste une seconde. Non, vous allez donc reprendre la parole après. Vous allez... Non, s'il vous plaît. J'en viens. Vraiment rapidement, 30 secondes. On va passer au journal. La crise, j'en viens. Nous avons gagné les élections à la régulière. Le président Paul Biya est président. Il doit exercer son mandat. Le problème, c'est la crise anglophone. Et dans la crise anglophone, je crois qu'il y a des acteurs spécifiques qui ont qualité et qui peuvent parler de la crise anglophone. Ok. Donc, rapidement. Nous sommes de ceux qui pensons que le chef de l'État a au moins deux choses fortes, deux annonces fortes qu'il peut faire la première, à l'occasion de cette sortie. La première, c'est de prescrire au Premier ministre, chef de gouvernement, comme il le fit dans le passé, pour la tripartite, demander au Premier ministre d'organiser une rencontre qui serait celle-là, qui permettrait d'avoir une date, un lieu, des participants sur le règlement de la crise anglophone. Et c'est ce que nous appelons tous le dialogue national inclusif. L'autre point majeur,
serait que le chef de l'État, qui a déjà procédé dans le passé, en août 2017 et en décembre 2018, à l'arrêt de poursuite, qu'il ordonne à son ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense de procéder à un arrêt de poursuite pour décrisper le climat politique. Arrêt de poursuite en faveur des détenus politiques, de la crise sociopolitique et de la crise anglophone. Voilà, merci cher monsieur. Il est 19h30.